Il me semble qu'il y a une singularité française dans le panorama des gauches européennes. Elle se marque particulièrement de manière nette à partir des années 80. On a effectivement une gauche qui va se confronter au libéralisme sous la pression de trois phénomènes. D'une part, la crise du communisme et la fin du communisme, 1989-1991, mais avec tous les prolégomènes qui s'annoncent dans les années 80. D'autre part, et je ne le mets pas du tout sur le même plan, comme le fait justement soit la gauche communiste, soit la gauche radicale, la crise de la social-démocratie. Ce n'est pas de la même nature. Et troisième point, au moment, et je crois qu'on ne l'a pas assez souligné à la fois sur le moment et encore aujourd'hui, alors qu'on a souvent parlé de fin des idéologies, je crois qu'au même moment, on a une sorte de regain important du libéralisme, en tout cas dans sa dimension économique. Or, pour simplifier, quelle est l'attitude des partis? Je pense qu'à gauche, il y en a deux. D'une part, une attitude d'adaptation et d'autre part, une attitude de refus et de diabolisation. Dans l'adaptation, incontestablement, c'est symbolisé par Tony Blair et ce qui avait commencé avant lui, où il y a tout un travail dans le Labour Party qui vont effectivement déclencher un grand débat dans la social-démocratie européenne, en particulier dans le SPD, en Allemagne donc, mais aussi dans les pays scandinaves, jusqu'en Italie, en passant par l'Autriche, où il y a toute une réflexion sur ce qu'est ce libéralisme économique, jusqu'où peut-on aller dans l'intégration d'un certain nombre de ces propositions, quelle est la différenciation de la social-démocratie. Il y a une véritable confrontation. Il y a effectivement un parti qui refuse cette confrontation, c'est la France, et en particulier la gauche française dans toutes ses dimensions. Quand on regarde ce que l'on entend par néolibéralisme à ce moment-là, et ça va se développer jusqu'à nos jours, c'est l'idée qu'on doit dénoncer l'ouverture des marchés, la dérégulation des activités, la privatisation des services publics, et du coup, le néolibéralisme est appréhendé comme une idéologie unique, à l'origine d'une catastrophe économique et sociale qui serait en train d'affecter nos sociétés, qui menacerait la démocratie, en restreignant les libertés publiques ou en essayant d'imposer des choix par le haut et de manière opaque. Du coup, le néolibéralisme est réduit aux formes les plus excessives de l'ultralibéralisme. Il masque toute la richesse de la pensée libérale qui émerge à partir du XVIIIe siècle, autour de l'idée qu'il existe une sphère sociale ou une société distincte de l'État et de l'Église, sphère dans laquelle les activités humaines sont autonomes et libres. La question qui se pose, c'est pourquoi, effectivement, en France, il y a cette construction d'une diabolisation, d'une stigmatisation du libéralisme sous la forme de cette pensée réduite au néolibéralisme. Nous avons un élément d'explication qui tient à la puissance, à l'importance de l'héritage du communisme en France, mais à cette hypothèse d'ordre idéologico-culturel. Je pense qu'il faut rajouter un autre élément. C'est le poids de l'État, de la fonction publique, du secteur public, le poids sociologique et là aussi culturel, qui est particulièrement prégnant en France et qui va d'ailleurs bien au-delà du seul secteur de la gauche. Alors, reprenons, si vous le voulez bien, les deux parties. La première, l'héritage du communisme dans la propension au rejet du libéralisme par la gauche. Alors, pourquoi cet enracinement français? Je crois qu'il y a plusieurs éléments d'explication, mais je voudrais ici en retenir au moins trois. L'idée que dans ce pays existe, c'est une vieille idée de François Furet, en particulier une passion révolutionnaire. Ajoutons à cette passion révolutionnaire la passion de l'égalité, déjà chère à Tocqueville. Et enfin, troisième point, le mélange, l'imbrication, et ça je crois que c'est le grand apport des travaux de Pierre Grémion, du sociologue Pierre Grémion, de l'avoir montré, une imbrication entre la culture communiste française et ce qu'il appelle le progressisme républicain.
C'est-à-dire que progressivement, c'est mis en place un système où ce que pouvaient dire les communistes était repris par l'ensemble de la République. On pourrait, d'ailleurs, nous l'avions avec Stéphane Courtois beaucoup travaillé sur ces questions, les relations de convergence au-delà des divergences qui se sont produites, par exemple, entre le communisme et le gaullisme en France. Que ce soit en politique étrangère, que ce soit dans la conception de la modernisation, que ce soit justement dans la valorisation de l'État, que ce soit dans l'éloignement des États-Unis. On a ici quelque chose qui, me semble-t-il, qui nous semble-t-il, spécifie la France. Comment se passe ce type de prolongation d'idées qui, encore une fois, ne sont pas les mêmes. Je ne dis pas que le mouvement, par exemple, altermondialiste est un clone du communisme, mais il y a un certain type de continuité, de référence, et parfois inconnu des propres nouveaux adhérents de ce mouvement, parce qu'à chaque fois que j'ai été présenté mon livre « Le communisme, une passion française » devant ce type de public, j'étais agressé par les jeunes altermondialistes qui disaient « je ne suis pas communiste, nous ne sommes pas communistes ». Mais en même temps, il y a un certain type de continuité. Alors ça, c'est vrai que c'est une question à laquelle on n'a pas toujours de réponse. Je voudrais juste donner au moins deux hypothèses de travail. D'une part, ce que l'on peut appeler les vecteurs de transmission. C'est tout à fait intéressant de voir comment, dans un certain nombre de familles, soit communistes, soit communisantes, un certain type de transmission, de socialisation, comme disait Annick Percheron, et comme elle avait très bien montré dans ses travaux, ont pu se réaliser et qui continuent comme cela à se diffuser. Il nous manque des travaux là-dessus. Sans doute pourrait-on s'interroger, c'est un sujet un peu sensible, sur le rôle de l'école et sur le rôle aussi d'un certain nombre ou d'un certain type d'enseignement. Sans doute aussi sur les médias et leur réaction à un certain type d'événements. Quoi qu'il en soit, il y a incontestablement une postérité que l'on voit évidemment dans la gauche radicale. Ce qui est évidemment très intéressant à constater, c'est l'impact que cela a sur le Parti socialiste. Cet impact est permanent et détermine l'orientation du Parti socialiste et l'empêche, ou en tout cas réduit, sa capacité à assumer son réformisme, alors qu'il est officiellement dans cette logique d'accepter le réformisme depuis les années 80. Mais c'est un réformisme que j'avais qualifié à une époque de honteux. C'est quelque chose que le Parti socialiste a beaucoup de mal à assumer. Et tout dirigeant socialiste vous explique que s'il veut se faire élire ou s'il veut se faire applaudir dans une section, il suffit de se lancer dans une grande diatribe contre le capitalisme, le néolibéralisme et le libéralisme. Et il est sûr immédiatement d'avoir le soutien des adhérents. L'autre point, encore une fois, ce qui me semble être la configuration propre à la France, c'est le fait qu'il y a cette logique des raisons corporatives. Je crois que les services publics et la gauche ont aujourd'hui une grande actualité. C'était présent auparavant, mais je crois que c'est en 1995, on ne l'a pas remarqué immédiatement sur le coup, mais c'est à partir de ces 2 mois de grève qu'il y a eu véritablement surgissement de cette thématique. La défense des services publics s'est imposée comme l'une des thématiques fondamentales des mobilisations et des grèves de la fonction publique, du secteur public, et donc ça c'est l'activité des syndicats dans toute leur diversité, mais rapidement aussi du reste de la gauche politique. Tout en défendant les services publics, ces différents acteurs vont réfuter immédiatement les accusations de comportement corporatiste qui leur sont souvent adressées. Les défenseurs des services publics expliquent que la défense des services publics signifie la défense de la civilisation menacée par les ravages du néolibéralisme. Et cette thématique s'impose à partir de 1995. Et elle est devenue centrale dans une multitude de mobilisations syndicales ou politiques, jusqu'à la pétition actuelle de Michel Vauzel pour l'inscription des services publics dans la Constitution et la volonté d'obtenir 4 millions d'électeurs pour essayer d'obtenir un référendum sur ces questions. Dans tous les sondages que mes honorables collègues sur ma gauche font, réalisent ou commentent, on le voit très bien, cette montée en puissance, c'est une enquête Sofres
pour la Fondation pour l'innovation politique, publicité gratuite, et le très bon commentaire qu'en a fait Dominique dans son document, La fonction publique contre la société civile, un titre provocateur, après la journée du 29 janvier 2009, où dans l'enquête que tu commentais, Dominique, tu montrais très bien que le soutien au mouvement de protestation et de revendication du 29 janvier